civilisation. Et nous lançons un appel à tous les juristes, à tous les avocats, épris de justice et du bien de l'Afrique et des peuples africains, de prendre part à un système de défense pour défendre les droits et l'intégrité physique et morale de ce grand Africain, Saïd Larifou. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette conférence de presse. Mais pour commencer, je suis très honoré d'être en présence de deux grands leaders, non pas africains mais panafricains. Pour quelle raison je me permets de dire panafricain? Je suis haïtien. L'histoire d'Haïti est intimement liée à l'Afrique. Pourquoi? Car en tant que déporté africain dans les Caraïbes, il me semble qu'on a eu plusieurs leaders. Dessalines, en 1793, beaucoup de personnes disent que l'esclavage a été aboli en 1793. Non, la liberté de l'ensemble des Noirs a été proclamée en 1793. En 1804, Haïti était le seul État au niveau mondial à avoir été mis dehors les esclavagistes, qui étaient des tueurs d'Africains. Dans ce cadre-là, lorsque ces deux grands leaders, M. Biram ainsi que Maître Larifou, m'ont dit qu'ils étaient menacés, non pas par des Occidentaux, mais par des propres Comoriens, je lui dis ce n'est pas nouveau dans l'histoire du continent africain. Pour quelle raison je me permets de dire cela? Kwame Nkrumah, il a été tué. Par qui? Par nos compatriotes. Lorsqu'on parle de Malcolm X, par qui a-t-il été tué? Par encore des Africains américains. Lorsque les plus grands ennemis de Mandela, ce n'était pas paradoxalement des Occidentaux, mais c'était les Africains eux-mêmes. La seule personne qui a aidé Mandela dans sa lutte pour la libération de son pays, c'était qui? C'était Kadhafi et l'Algérie. Et paradoxalement, Jacques Chirac. Lorsqu'il a été sorti de prison, qui est-il venu aider, remercier? Kadhafi, l'Algérie et bien sûr Jacques Chirac. Aujourd'hui, le confrère Larifou fait l'objet d'une attaque ignoble de la part d'une catégorie d'individus. Ces individus, paradoxalement, lorsqu'on parle des Comoriens, parce que j'ai eu l'habitude de traiter énormément de dossiers sur les Comoriens, lorsqu'il y avait l'opération Wambushu, on voyait des Comoriens se faire insulter, injurier, on les sortait de leur maison, ils dormaient à même le sol, des femmes enceintes n'avaient même pas le droit d'aller à l'hôpital. On interdisait même à des pauvres Comoriens vivants, nés à Mayotte, d'accéder à l'école. Lorsque ces faits très graves se sont déroulés, où se sont trouvés ces journaux Comores Actualité, Comores Info? Ces professionnels de la haine, ils étaient où pour dénoncer cela? Les seules personnes qui étaient aux côtés de ces Comoriens, c'était le confrère Maître Larifou, la Croix-Rouge, la Ligue des droits de l'homme, le CRAN qui a fait un travail énorme. Lorsque la dernière opération de communication de haine contre les Comoriens, qui sont dans leur propre pays, qui s'appelle Mayotte, s'est déroulée, qui était à leur côté? Maître Larifou, Monsieur Biram, ainsi que le CRAN, les plusieurs associations de défense des droits de l'homme. Lorsque mon confrère m'a contacté la semaine dernière en me disant il y a une campagne de haine qui est réalisée contre lui, je lui ai dit qui est derrière cela? Des Occidentaux? Non, il m'a dit des propres Comoriens. Et lorsque j'ai regardé leur âge, ils n'ont même pas 30 ans. Ça veut dire que tout le travail qu'a fait Biram, qu'a fait bien sûr le confrère Larifou, Dessalines tout son ouverture, ils en ont bénéficié, non pas pour défendre la liberté des peuples africains, pour venir attaquer un confrère qui ne compte pas ses heures. Dans les centres de rétention, combien de jeunes Comoriennes, de Comoriens, qui n'ont même pas accès à un avocat, qui sont enceints de 8-9 mois, où sont-ils ces journalistes pour venir dénoncer ces atteintes à ces droits de l'homme? Encore plus grave, lorsqu'on les entend soutenir que le confrère n'aurait pas respecté les droits de clients, il faudrait leur dire déjà que la profession d'avocat est une profession qui est réglementée. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un conflit entre un avocat et son client, la seule personne qui a autorité pour trancher le litige, c'est le bâtonnier. Or, en l'espèce, ces clients qui peuvent très bien avoir un différend avec un confrère ou une consoeur, il y a un code de déontologie. Ils peuvent faire un courrier
l'envoyer soit par voie postale ou par Internet. Si c'est le bâtonnier, il y a une audience qui est faite en tête à tête. Ensuite, à l'issue de cela, une décision est rendue. Et lorsque cette décision est rendue, si la personne est mécontente, elle peut saisir la juridiction civile qui tranchera sur la question. Donc comment cela est-il possible que des journalistes, des professionnels de la haine, n'ont-ils pas cherché à prendre à tâche qu'est-ce que c'est un avocat? Un avocat, il est lié déjà par le secret professionnel. Ce qui veut dire que le confrère Saïd Larifou, il peut pas répondre aux arguments de ses clients. Pour quelle raison? Et s'il venait à le faire, il serait radié du barreau. Pour quelle raison? C'est pour protéger le client face, bien sûr, à des régimes répressifs. Maître Larifou, ces personnes qui l'insultent, qui l'injurient, c'est le seul, il a tout à l'heure très modeste, il a une balle dans les pieds. On a tenté de le tuer aux Comores. Là, comme par hasard, ils oublient de le dire. On a pas plus tard qu'en juin 2025, le confrère a été victime de menaces de mort. Je vous y dis pas en Tanzanie, ni en Mauritanie, en France, dans la Courneuve, dans le 93. Or, ces faiseurs de la haine, ils sont où pour dénoncer des atteintes aux droits de l'homme? Monsieur Biram, que je connais très bien, la dernière fois j'avais vu à Paris, il sortait de prison. Il avait eu un grand prix pour la défense des droits humains, des droits fondamentaux. Donc je ne suis pas étonné. Les grands hommes se retrouvent, les grandes femmes se retrouvent. Aujourd'hui, on sera tous aux côtés de Maître Larifou. Et si ces professionnels de la haine sont vraiment si courageux, on les invite à venir débattre. Et dans ce débat-là, on verra très bien qui est le criminel et qui est le plus grand défenseur des droits humains. Merci beaucoup, confrère, pour le travail que tu fais. Merci beaucoup. Oui, on ne peut pas parler de défense des droits de l'homme si on n'aborde pas la question judiciaire. Bien sûr, la France a ses défauts, tous les pays ont leurs défauts. En général, lorsqu'on a un conflit avec une tierce personne, le confrère ainsi que M. Biram, on va jamais mandater des mercenaires pour aller se venger. Car j'ai vu dans une page Facebook, un soi-disant journaliste a prétendu que le confrère Larifou aurait mandaté des personnes à Marseille pour aller agresser un pseudo-journaliste. Ceci est totalement faux, c'est de la diffamation. C'est la raison pour laquelle on a saisi, bien sûr, le parquet national de la haine en ligne, afin que les auteurs, bien sûr, Comores Info, Comores Actualité, bien sûr, doivent rendre des comptes. Pour quelle raison doivent-ils rendre des comptes? On n'a rien contre la liberté d'expression. On n'a rien contre la liberté d'information. Car hier, je crois que le directeur de ce journal Comores Actualité a prétendu qu'il défendait la liberté d'expression. Nous sommes les premiers à la défendre, cette liberté d'expression. Maître Larifou a failli perdre la vie pour cela. Monsieur Biram a failli perdre la vie pour cela. Mais cette liberté d'expression, elle n'est pas là pour insulter la population. Elle n'est pas là pour insulter les gens. C'est une liberté qui est utilisée pour libérer, bien sûr, le pays. Libérer les consciences. Or, eux, cette liberté d'expression, comme par hasard, ils l'emploient contre qui? Contre le confrère Larifou, afin que ce dernier ne puisse pas continuer son travail. Donc, on a saisi, bien sûr, dès aujourd'hui, le tribunal judiciaire de Paris, pour le motif, pour la simple et bonne raison que depuis, je pense, ça a commencé à partir de Nicolas Sarkozy, si ma mémoire est bonne, il y a maintenant des professionnels de la haine. C'est un nouveau phénomène en politique. Auparavant, on envoyait des mercenaires, vous menacez, on vous liquidait. Maintenant, ils vont utiliser les réseaux sociaux qui ne sont pas régulés, qui ne sont pas soumis aux droits de la presse. Ils vont payer des personnes qui seront payées pour cibler une personne déterminée. Et donc, ils vont détruire, bien sûr, son image sociale. Ils vont détruire son image, bien sûr, de famille. Et donc, on va commencer à avoir des doutes sur sa probité. En matière de probité, le confrère n'a rien à prouver à personne, pour la simple et bonne raison qu'en juin 2025, il a fait l'objet de menaces de mort. C'est la raison pour laquelle la France a créé le parquet national de la haine en ligne, car il y a des personnes qui sont téléguidées pour travailler pour des puissances étrangères afin de déstabiliser soit un pays ou bien sûr déstabiliser les grands défenseurs des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle on a déposé la plainte sur le fondement de l'article 222-33-2 du Code pénal, car le harcèlement en ligne, il y a deux phénomènes. On va harceler la personne par rapport à sa vie professionnelle, en même temps on va chercher à l'atteindre, lui et sa famille. Et là, tous les éléments matériels sont réunis pour caractériser que cet harcèlement en ligne est téléguidé. Tout à l'heure, M. Biram, qui est un grand leader politique, a ciblé le pouvoir en place. Pour quelle raison on peut dire que ces personnes-là sont des professionnels? En général,
on ne connaît pas leur source de revenus. Car on est bien d'accord, faire des messages Facebook tous les jours, ça n'apporte pas de revenus. Je me suis permis de regarder sur la page Facebook, il n'y a pas de publicité. Personne. Or, comment peut-on concevoir qu'une personne ou des groupes d'individus, comme Actualité, comme Info, quelle est leur source de revenus? Et malheureusement, c'est pas très clair. Deuxième élément, on constate que le siège de ces organes, soi-disant de presse, se trouve aux Comores. Or, si ça avait été dans le droit français, il y aurait un ensemble de réglementations pour savoir si remplissait les critères pour être un organe de presse. Troisième élément qui est assez inquiétant pour ces personnes qui se disent rédacteurs en chef de ces journaux, leur nom civil n'est pas le même que le nom qu'ils utilisent sur Facebook. Donc là, on voit bien qu'ils essaient de créer une confusion dans l'esprit des lecteurs afin de ne pas donner leur véritable identité. C'est la raison pour laquelle le procureur ou la madame la procureure fera les enquêtes pour savoir qui sont ces personnes, pour qui elles travaillent. Et surtout, il y a aussi un organe qu'il faut attaquer. On attaque bien sûr les auteurs, mais les organes, les réseaux sociaux, tels que Facebook, eux, ils sont payés par rapport à ces discours de haine. Il faudrait qu'on essaie de réfléchir pour savoir comment peut-on, sous couvert, bien sûr, dans la légalité, attaquer ces grands groupes. Facebook, Google, YouTube, paradoxalement, le discours de haine leur apporte plus d'argent que le discours de paix. C'est un peu le monde à l'envers. Plus vous avez un discours haineux, plus vous avez un discours guerroyant, paradoxalement, les audiences augmentent. La rémunération de ces plateformes sociaux sont rémunérées par rapport au nombre de vues ou de clics. Et paradoxalement, il faudrait réfléchir à une mesure de sanction financière. On va déterminer la sanction pénale financière par rapport au nombre de vues sur les réseaux de lignes de haine. C'est la raison pour laquelle c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où les discours de haine vous permettent de gagner de l'argent. Et les discours de paix font de telle sorte que vous ne gagnez pas d'argent. Donc ce modèle économique basé sur la haine, basé sur les diffamations, on doit tous réfléchir ensemble. Dans le cadre européen, ils ont pris des mesures pour prévenir ce type de risque. Il faudrait voir aussi dans le cadre africain comment sanctionner ces auteurs de la haine. Ce qui est encore assez intéressant dans le profil de ces soi-disant journalistes, beaucoup d'entre eux vivent en France. Donc ils bénéficient bien sûr du cadre de vie français, ils ont accès à l'eau, ils ont accès à l'électricité au cadre de vie, mais leurs compatriotes qui vivent aux Comores, qui n'ont pas accès à l'eau, tout à l'heure je parlais avec le conseiller politique de Maître Larifou, ils n'ont pas accès, le prix du riz a fortement augmenté, comme par hasard, ils ne parlent pas de cela. Ils ne parlent pas bien sûr des abus actuellement qui se déroulent aux Comores. On a tendance à patrimonialiser le pouvoir comme on a pu voir au Gabon, comme on voit au Cameroun. Là, comme par hasard, ces personnes-là sont silencieuses. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, cette action pénale n'est que le début, bien sûr, du travail qu'on va devoir faire. Donc, nous demandons à toutes les personnes de bonne conscience de se mobiliser sur les réseaux sociaux pour dire que ce discours de haine n'a pas sa place aux Comores. Pour quelle raison je me permets de le dire? Le Comores, c'est un petit pays, comme le Rwanda. Or, lorsque ce discours de haine commence à prendre de l'ampleur, ça va créer un phénomène de génocide. Les pro-discours de haine, ceux qui sont anti-discours de haine, en moins de 3 mois, les machettes sont dehors. On l'a vu au Rwanda, entre les phénomènes Hutu, Tutsi. Alors moi, ce qui m'inquiète pour les Comores, un petit pays avec un peuple aussi uni, on ne doit pas le diviser. Car on sait très bien dans cette division, ça se termine toujours par la machette, donc un génocide. Merci beaucoup. Voilà, confrère. Voilà. Bon, l'essentiel a été dit à la fois par mon grand frère Biram, que peut-être certains parmi vous ne connaissent pas, mais c'est un grand homme. Biram est un grand homme. Et il est victime de toute forme de persécution. Toute forme de persécution. Et il a été primé par les Nations Unies. Il a le prix des droits de l'homme des Nations Unies par rapport au combat qu'il continue à mener pour l'égalité et pour la justice pour les Africains, mais particulièrement pour les Mauritaniens. La persécution dont il continue à faire l'objet est engagée tout simplement par rapport à sa posture. Et
Il est député à l'Assemblée nationale de la Mauritanie. Et c'est pas la première fois, mais il a été même élu député alors qu'il s'est trouvé à la maison d'arrêt. Bon, c'est pour montrer la justesse de son engagement et l'adhésion de son peuple, du peuple mauritanien par rapport au combat qu'il mène. Et puis des organisations internationales comme les institutions internationales comme les Nations Unies. Bon, et lorsqu'il a su ce qui s'est passé et ce qui se passe, spontanément, il m'a dit, bah, écoute, moi je suis à Bruxelles, mais je vais venir exceptionnellement pour apporter mon témoignage. Donc je tiens à le remercier à mon nom personnel et puis au nom de ma famille, au nom de mes amis et de nos amis, puisqu'on a des amis communs également. Et je profite de l'occasion pour le remercier puisqu'il m'avait invité à la Sorbonne lors de la présentation du film qui a été fait à son honneur. Et puis le livre aussi qui a été fait à son honneur lors de la présentation de ce livre à la Sorbonne. Il m'a fait l'honneur de m'inviter et puis de prendre la parole sur place. Bon, donc c'est pour vous dire que lorsqu'il y a des problèmes similaires d'atteinte à la dignité de l'être humain, on n'a pas besoin d'être appelé, on se lève et puis on s'engage pour cela. Donc je tiens quand même à le remercier pour sa disponibilité pour les causes qui nous sont communes. Et puis s'agissant des faits qui ont été relatés par mon confrère tout à l'heure, c'est pas facile de faire l'objet d'attaques personnelles, puisqu'on a de la famille, on a des amis, et puis lorsque vous êtes attaqué et que vous n'êtes pas en mesure de répondre, c'est la pire posture qu'un homme peut avoir. Et si c'était des attaques entre moi et tierces personnes, j'aurais pris le temps de répondre au tac au tac. Mais là, c'est des attaques qui sont faites dans le cadre de mon activité professionnelle d'avocat. Et le seul lieu le plus approprié, en tout cas qui est indiqué pour répondre à ces genres d'attaques, c'est devant mon bâtonnier. Donc je ne peux pas répondre publiquement aux attaques qui sont dirigées, fomentées contre ma personne, dans le cadre de mes activités. Bon, on est des avocats, on peut commettre des erreurs, voire même on peut commettre des fautes, mais ça se règle au bureau du bâtonnier, mais pas sur la place publique. C'est pour cette raison, pour ceux qui me demandent de prendre la parole pour répondre, je vais leur dire tout simplement que je ne peux pas, puisque je suis tenu par une déontologie et je dois me tenir à cette déontologie. Et je ne peux pas aller au-delà de cette déontologie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon bâtonnier, je l'ai saisi. J'ai saisi officiellement mon bâtonnier. Et puis, j'aurai sans doute à répondre suite à cette saisine. Mais je répondrai à mon bâtonnier. Bon, voilà tout ce que je peux dire. Et je remercie mes confrères pour leur disponibilité spontanée d'avoir accepté cette mission. Moi, ça fait 31 ans que j'exerce cette profession. 31 ans que j'exerce la profession d'avocat. Et j'ai jamais engagé une procédure, même dans le cas de mon engagement politique. Il y a eu des attaques, il y a même des attaques physiques. Il y a eu des tentatives même d'assassinat, des violences physiques. Franchement, j'ai jamais déposé plainte. Jamais déposé plainte. Mais là, aujourd'hui, il y a une volonté, affichée d'aller très, 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 très loin. Et dans la diffamation.
je pense que le lieu le plus approprié, c'est devant le bâtonnier et puis devant les instances judiciaires. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé à mes confrères d'engager cette procédure. Et je réitère mes remerciements envers eux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Je pense que j'aurai l'occasion dans d'autres circonstances pour répondre, pas sur l'aspect de mes relations avec mes clients, mais comme je sais que c'est une affaire politique, j'aurai l'occasion de répondre politiquement à ces attaques. Lorsque je dis qu'il s'agit d'une affaire politique, je ne le dis pas pour me dédouaner de quoi que ce soit, mais je sais que j'ai des éléments de preuve qui sont déjà fournis à la justice pour montrer qu'effectivement il s'agit d'une volonté, c'est une opération qui est télécommandée. Et voilà. Bon, donc, mais ça c'est une autre histoire. On aura l'occasion d'en parler. J'aurais bien aimé qu'on donne la parole à M. Fernand, qui connaît très bien la réforme en tant que grand défenseur des Comoriens vivant à Mayotte. Donc, il est assez modeste. Donc, Fernand, c'est vraiment très important qu'il prenne la parole. Vous êtes le grand défenseur des Comoriens. Écoutez, Fernand. Oui, bonjour. Donc, effectivement, j'ai été primé par le défenseur des droits ici en France parce que quand j'étais à Mayotte, j'étais patron d'une entreprise et j'ai cofondé une association qui s'appelle le Village d'Eva. Et donc, nous avons œuvré pour obliger en fait les Mahorais à inscrire les enfants comoriens à l'école, parce que vous savez que c'était assez complexe. Donc, nous avons déposé plusieurs plaintes. Nous avons, avec l'œuvre du CRAN, énormément combattu. Et donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est que nous avons pu faire condamner la France à plusieurs reprises, et les enfants ont commencé à être inscrits dans les écoles. Vous savez que la France est un pays de l'OCDE, et je voudrais en profiter pour dire que Maître Laïf a toujours été un défenseur des droits. Moi, je me souviens très bien à l'époque, quand j'étais à Mayotte, aussi bien à La Réunion, à Mayotte, un peu partout. C'est vraiment l'icône, hein, c'est vraiment quelqu'un qu'on doit préserver. D'autres diraient un patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous, on dira un patrimoine humain. Donc, je pense que... Et je pense que c'est assez dommage et décevant de subir de pareilles attaques. Je vais également à mon niveau essayer de saisir un peu les autorités, parce que j'ai eu la chance à plusieurs reprises d'être reçu par le chef de l'État des Comores et certaines autorités là-bas, pour dire que nous avons affaire à un patrimoine, à quelqu'un qui est respecté sur le plan mondial, sur le plan international, et vraiment il faut préserver ça, c'est très important. Parce que l'image, ça compte énormément. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci, mes chers confrères. Bon, je pense que je suis le plus jeune. Je ne sais pas pourquoi vous me donnez la parole à la fin, je sais pas. Alors, je tiens à venir ici pour des raisons, au-delà d'être la profession d'avocat, je pense que M. Larifou, c'est comme un grand frère, voire un tonton. C'est vrai que je ne suis pas comorien, mais je suis africain. Alors, on va arrêter ici. Je suis comorien aussi parce que c'est une personnalité pour moi. Je pense que pour nous, la nouvelle génération issue de l'Afrique qui sont là aujourd'hui, qui sont avocats au barreau de Paris, je pense que c'est une grande chance de le voir à côté de nous. Je pense aussi que, comme vous avez dit, je pense que c'est une bibliothèque du droit pour nous. La nouvelle génération, je pense qu'on a intérêt. Je pense que cette cavale, qui soit médiatico, politico, juridique, je pense qu'on a intérêt à être à son côté, de ne pas laisser la main, d'avoir peur. Donc je pense qu'il pourra compter sur moi. Donc c'est vrai que il me connaît personnellement plus que mes autres confrères qui sont là. Donc je serai là avec votre côté, ou mon soutien qui soit. Je pense que je vais essayer d'être utile dans les combats à venir. Je vous remercie.
sur la page Facebook des professionnels de la haine, ils ont parlé de 2 dossiers assez intéressants. Par rapport aux personnes qui étaient en Biélorussie, normalement dans un état de droit, ça aurait dû être l'ambassadeur des Comores en Russie, en Biélorussie, qui aurait dû intervenir pour leur venir en aide. Ça, c'est la première des choses sur le plan diplomatique. Deuxième élément, la seule personne qui est venue les aider sur ses propres deniers personnels, c'est pas on me l'a dit, je l'ai vécu en direct, c'est le confrère Larifo. La seule personne avec laquelle les autorités biélorusses voulaient parler, c'était le confrère Larifo. Or, grâce à son intervention, ces personnes-là n'ont pas été maltraitées, n'ont pas été insultées. Au contraire, elles ont eu droit à une protection non pas consulaire, mais une protection de maître Larifo. C'est dans ce cadre-là que ces professionnels de la haine ne parlent pas de cela. C'est sur ses données personnelles qu'il a pris son argent, il a payé l'avion, l'hôtel pour venir secourir ces 17 ou 30 Comoriens. Deuxième élément, il y a un autre dossier aussi. Aux Comores, ils ont tué un jeune homme de 20 ans dans une prison. Je vous dis 20 ans dans une prison. Et on vient de dire qu'il était tombé malade. Qui est venu prendre son argent personnel pour demander à la famille de venir les mettre en sécurité, non pas aux Comores, mais à Mayotte, en pleine nuit, auprès des autorités françaises. On a mis plus d'1 an pour qu'on puisse déposer leur dossier, pour avoir un dossier en qualité de demandeur d'asile. 1 an. J'ai pas dit 2 mois, 3 mois, 1 an. Ces personnes-là, qui les a pris en charge? C'est le confrère Larifou et personne d'autre. Où étaient les autorités consulaires comoriennes pour leur venir en aide? Je peux vous le dire, à 2 heures du matin, des soi-disant Mahorais français, ils sont venus menacer le confrère à 2 heures du matin. Je n'ai pas dit à 14 heures de l'après-midi, à 2 heures du matin. Ils ont dit, il est où Maître Larifou? Qui sort de l'hôtel? Mais c'est encore Maître Larifou qui est sorti, qui leur a dit, que se passe-t-il? Et vous voyez, lorsque aujourd'hui on entend des personnes venir calomnier le confrère, l'insulter, l'injurier, lorsque ces Comoriens étaient en grande précarité, en Biélorussie, en France, à Mayotte, où étaient-ils pour venir les soutenir et monsieur relayer cette information de maltraitance par rapport aux droits fondamentaux des Comoriens? Donc, attention, l'Internet, avant de vouloir faire des affirmations, ces personnes-là devraient poser les bonnes questions. Et ces questions-là, Maître Larifou l'a bien dit, va les réserver aux bâtonniers, je ne peux pas répondre à sa place, mais en tout cas, il est inadmissible qu'aujourd'hui, que le confrère qui a dépensé beaucoup d'argent, son temps, et qu'on vient aujourd'hui le calomnier, en plus par des Comoriens. Voilà, j'en ai terminé. Monsieur, bonjour. Voilà ma question. Ma question, vous avez avoir de faire de plainte pour dommages et intérêts pour la question. Dans ce type de procès, en général, la première chose qu'on demande, c'est que ces publications haineuses soient retirées. C'est la première demande qu'on a faite. Ensuite, la seconde étape, c'est que, en général, on va pas en prison en France pour ce type d'infraction. En général, on va condamner le directeur, bien sûr, de l'organe de presse. Ensuite, dans un troisième temps, on peut demander des dommages d'intérêt. Mais vous savez qu'on est en France, malheureusement. En France, les indemnités sont plafonnées. Vous pouvez espérer 2 000 €, on vous rembourse les frais d'avocat. Mais si on habitait aux États-Unis, comme l'a fait Donald Trump contre la BBC, on aurait pu demander 10 milliards de dollars au titre des dommages d'intérêt punitifs. Mais espérons que c'est plus sur Facebook qu'on va travailler afin que l'on demande de retirer ces publications et on va demander l'interdiction de ces professionnels de la haine sur la page Facebook. On a eu l'occasion de le faire pour d'autres structures qui profitaient, qui tenaient des propos injurieux, haineux, et on a réussi à leur interdire de TikTok et de Snapchat. Donc on espère qu'on fera le même travail pour interdire à Comment Actualité, Comment Info d'être sur les sites internet Facebook, YouTube. C'est la meilleure des sanctions pour eux. Bonjour, je rajouterai juste une dernière question. Et dans l'une de mes questions, alors, est-ce que vous avez des éléments concrets qui ont conduit à saisir le Pôle national de lutte contre Oui.
La première des questions, parce que beaucoup de personnes prétendaient que le confrère n'était pas d'avocat. Bon, ça me fait sourire. Donc la première pièce que j'ai mise dans le dossier, c'est bien sûr la carte d'inscription à l'ordre des avocats des Comores. Ne vous inquiétez pas, M. Saïd Hassan, il est bien inscrit à un barreau. Donc j'ai pu entendre sur les pages Facebook, oui, s'il est réellement avocat qui nous présente ce bout de papier. Il n'a pas à leur présenter qui sont ces personnes. Ils sont pas bâtonniers. La seule personne qui a escalité pour demander, bien sûr, ce document, c'est à la rigueur un magistrat s'il a des doutes. Je pense que aucun tribunal au niveau mondial puisse avoir des doutes que le confrère est bien inscrit à un barreau. Donc c'est la raison pour laquelle, là, ne vous inquiétez pas par rapport à cela, c'est la première pièce qu'on a déposée. Deuxième élément par rapport aux éléments concernant ces justiciables, en tout cas pour les personnes soi-disant qui auraient été lésées par rapport à Maître Larifou, les 3 dossiers qu'on a traités ensemble, c'est plus Maître Larifou qui a perdu beaucoup d'argent. Je peux vous le garantir. Et cet argent-là, il n'a jamais rien demandé 5 centimes. Donc s'ils veulent parler des dossiers de Maître Larifou, ils n'ont pas escalité pour le faire, les journalistes. La seule personne qui peut en parler, sont les victimes ou les personnes qui contestent le travail du confrère. Mais ça ne doit pas se faire devant un tribunal médiatique. C'est interdit. Ok, vous mentionnez tout à l'heure les médias sont enregistrement. J'ai constaté que plein de médias a une association en 1915. Vous avez raison. Normalement, ces personnes prétendent qu'elles sont journalistes. Or, jusqu'à la preuve du contraire, elles nous ont pas présenté leur carte de journaliste. Ça, c'est la première question. Deuxième élément, la situation de loi 1901, c'est pas un organe de presse. Donc, troisième élément, lorsqu'ils se prétendent journalistes, avant de demander au confrère qu'il est avocat, on va leur demander quelle est l'école où ils ont été formés en qualité de journalistes. Quel est leur code de déontologie? Où se trouve leur carte de presse? Je peux vous garantir qu'ils ne pourront jamais produire ces documents. Aujourd'hui, on fera de telle sorte qu'ils veulent une carte de presse, on leur interdira de l'obtenir. Car c'est une honte à la profession de journaliste. Vous affirmez que ces gens-là n'ont pas le droit Juridiquement, non. Le métier de journaliste. Le métier de journaliste, vous avez raison, c'est pas un métier qui est réglementé. Toute personne peut se dire journaliste. Mais pour avoir la carte de presse, on va demander de remplir certaines conditions. Parce que la carte de presse vous protège au niveau national et international. On constate que ces personnes, le seul pays sur lequel ils peuvent se revendiquer journalistes, c'est aux Comores. Et je pense pas qu'ils seraient invités sur un plateau télé en se qualifiant de journalistes. Donc c'est la raison pour laquelle on a des doutes concernant leur déontologie. Et on se demande à partir de quand ils sont devenus journalistes. Car j'ai pu voir sur le réseau internet, ce sont des sites relativement récents. Ils n'ont pas beaucoup d'éléments nous permettant de dire ça fait plus de 40, 50 ans qu'ils sont journalistes. Donc c'est la raison pour laquelle c'est tellement trop récent qu'on peut se poser des questions s'ils sont réellement des journalistes. Voilà. Et je réitère mes remerciements pour votre présence et puis tous nos excuses pour le retard également. Voilà. Et chers confrères, chers amis, merci pour votre présence ici. Ça me réconforte, ça réconforte notre combat. Puisque si vous êtes là, c'est pas le fruit du hasard. C'est parce que nous convergeons tous dans la même direction pour le même combat. Voilà. Parfait. Voilà.